Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser ce soir à la Centrafrique où un accord de paix a été signé entre gouvernement et groupes armés. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, les pourparlers de Khartoum entre gouvernement et groupes armés de la République centrafricaine ont abouti à un accord de paix. L'accord a été obtenu samedi entre les 14 groupes armés et le gouvernement. Donc cet accord est le 7e depuis 2012. La Centrafrique, pays en guerre depuis 2013, a eu pas moins de 7 accords de paix en 5 ans sans qu'aucun n'aboutisse au retour de la stabilité. Le nouvel accord a été négocié sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU et doit relancer et ancrer la paix et l'espoir dans un pays endeuillé par plusieurs années de conflits. Alors la première question, Mamadou Diouf, qu'on se pose avec ce 7e accord, est-ce que cette fois-ci c'est le bon accord? On peut espérer que ça soit le bon accord parce que les premiers accords avaient déjà une difficulté majeure. Ça ne regroupait pas une bonne partie des groupes armés qui sont en Centrafrique. Ça a été toujours fait avec une partie sans les autres. C'est vrai que pour cet accord, il y a l'UFC qui n'est pas venu participer, l'UPC plutôt, qui n'est pas venu participer à l'accord, mais l'UPC est à la limite un groupe moindre par rapport à ceux qui sont représentés au niveau de la Centrafrique. Un deuxième élément, cette fois, au lieu que ça soit le conflit des médiations, la France par-ci, la Russie par-là, ces deux organismes quand même sur le plan international, l'Union africaine et l'ONU, qui sont les parrains, si je peux le dire ainsi, de cet accord. On espère que cet accord-là va être le bon pour le peuple centrafricain surtout. Quels sont les points forts de l'accord signé samedi? Malheureusement, on ne nous dit pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'on a vu les rebelles être très clairs sur un certain nombre de conditions. On a vu même un de leurs représentants dire de façon claire que l'amnistie générale est non négociable. Est-ce qu'ils l'ont obtenu? Parce qu'on ne nous dit pas ce qu'il y a dans l'accord jusqu'à présent. Deuxième chose, ils réclament également qu'il y ait un gouvernement qui est plutôt ouvert, inclusif, qui intègre une partie des groupes rebelles. Et mieux même, ils demandent que le poste de Premier ministre leur soit réservé. Troisième chose, ils demandent que pour la sécurité du pays, que des patrouilles mixtes soient organisées. Donc voilà clairement ce que les groupes rebelles ont demandé. Qu'est-ce que exactement le président centrafricain a accepté de donner? C'est jusqu'à présent un mystère. On dit qu'il sera là-bas pour parapher l'accord, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a entendu le président Touadéra sur cette question des négociations. Donc il y a encore un point d'interrogation sur qu'est-ce que les rebelles ont obtenu réellement par rapport à ce qui avait été demandé, surtout quand on sait que les organisations de défense des droits de l'homme, surtout les organisations internationales, ont fait pression pour dire qu'il n'y ait pas d'impunité à travers l'amnistie générale. Certains partenaires occidentaux de la Centrafrique également n'étaient pas partants pour l'amnistie générale pour les groupes rebelles. Donc il y a encore quelque chose qu'on ne nous a pas dit pour qu'on sache c'est quoi exactement le contenu de ces accords. En tout cas, Smali Chergui, qui est le représentant de l'Union africaine, a écrit sur son compte Twitter: « J'annonce avec humilité que nous avons finalisé un accord de paix à Khartoum. » S'il le dit, on doit pouvoir quand même se dire qu'on a coupé la poire en deux. Oui, certainement, ils ont pu avoir un consensus. Le problème, c'est sur quoi exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été donné? Parce qu'ici, le vrai problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui a été donné aux rebelles. C'est quand même extraordinaire. Généralement, quand il y a ce genre de négociations, c'est les rebelles qui se trouvent en position de faiblesse et qui négocient juste pour qu'on puisse les protéger, pour pouvoir garder un certain nombre d'avantages. Mais ici, la situation est plutôt différente. Les rebelles occupent 80% du territoire centrafricain. Donc, bien que Touadéra soit le président de la République, il a 20% du territoire. Et c'est pourquoi les rebelles ont amené la barre très haut. Parce que quand on dit qu'il faut un gouvernement ouvert et nous serons ceux qui vont occuper le poste de Premier ministre, c'est vraiment demander pour aller très fort parce que
certains groupes rebelles avaient accepté de participer aux élections présidentielles, on a vu le résultat qu'ils ont pu avoir. S'ils n'étaient pas en position de force, ils n'auraient pas pu avoir ce genre d'exigence. Maintenant, la poire qu'on a coupée en deux, on l'a coupée de quel côté? Est-ce que c'est l'amnistie qui a été accordée? Est-ce que c'est le premier ministère qu'on leur a donné? Est-ce qu'ils ont accepté les troupes mixtes? On va attendre qu'on nous dise clairement ce qu'il y a dedans, parce que souvent, quand on ne nous dit pas tout, c'est que le consensus n'est pas encore consolidé. Il y a encore des zones de faiblesse dans la chose. Ils ne veulent pas rendre public pour éviter que les réactions ne viennent et que l'accord qu'on était en train de vouloir signer puisse passer à la trappe. Alors, pourquoi ce secret autour de ces discussions? Pour plusieurs raisons. S'il disait que l'amnistie est accordée, je suis sûr que Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, vous avez plein d'organismes qui immédiatement, s'ils avaient publié les textes, vont commencer à attaquer le texte sur le plan juridique. En disant que telle chose n'est pas conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle chose va favoriser l'impunité, etc. Ils vont se retrouver avec un autre front qui est là, qui est en train de contester. Il y a un autre élément, on parle d'amnistie, alors que pendant le même moment, il y a 2 chefs rebelles qui sont à la CPI. Et la CPI dit continuer son enquête parce qu'il y a d'autres personnes également que la CPI voudrait voir juger. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Quand on parle d'amnistie générale, la Centrafrique a envoyé un ancien rebelle, la France également a fait la même chose, mais finalement, l'amnistie va concerner qui? Est-ce que la CPI va également faire encore un procès pendant 3 ans pour dire, après que les preuves ne sont pas suffisantes, qu'il y ait acquittement, puisqu'on dirait qu'on est à l'ère de l'acquittement au niveau de la CPI? C'est un problème. C'est pourquoi, effectivement, ils ont intérêt pour le moment, jusqu'à ce qu'on obtienne les paraphes, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le document n'a pas encore été paraphé, ils ont intérêt à couver ce qu'ils ont obtenu comme consensus pour que d'autres personnes extérieures ne fassent pas exploser ce consensus. Mais est-ce que cet accord de paix, quelles que soient les conditions ou ce qui a été négocié, ne sera pas un blanc-seing à l'impunité? En tout cas, si l'amnistie y est, c'est clair qu'on donne carte blanche à l'impunité. Non seulement on donne carte blanche à l'impunité, pour moi, c'est même pas... C'est vraiment... ce n'est pas normal que des tueurs connus comme étant des tueurs, eux-mêmes se mettent à dire aux gens, il faut nous blanchir. Parce que si c'est les chefs rebelles eux-mêmes qui sont à l'origine de ce que la Centrafrique connaît, c'est eux-mêmes qui, à la limite, décident qu'ils ne seront pas jugés, parce que c'est un peu vers ça qu'on est en train d'aller. Cela veut dire que c'est les criminels eux-mêmes qui ont organisé le procès, qui se sont acquittés eux-mêmes et qui ont décidé qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un gage pour le futur? Parce que comme on le dit tout le temps, les victimes sont là. On ne peut pas y avoir des morts, des maisons qui ont été détruites, des commerces qui ont été détruits, des personnes qui ont été blessées et qui se sont retrouvées même avec des handicaps, des personnes qui ont quitté le pays, qui sont aujourd'hui réfugiées dans d'autres pays, des personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, et on veut nous dire que tout ça, il n'y a pas de responsable. Personne ne l'a fait. Pour moi, c'est une erreur. Je partage l'avis des organisations des droits de l'homme. Il ne faut pas donner autant d'espace à l'impunité dans nos pays, parce que la Centrafrique a déjà connu ce genre de situation. Bemba a été jugé, ça a donné quoi? Absolument rien. Et si on amnistie les gens déjà, la Cour spéciale qui a été créée pour juger à l'intérieur de la Centrafrique, la Cour servira à quoi? Il faut se poser la question. Alors, comment l'UA et l'ONU peuvent cautionner un tel accord? Généralement, ce genre d'organisme, quand ils viennent dans un pays en crise, ils se mettent plus dans la logique de comment mettre fin à la crise. C'est-à-dire il faut arrêter ce qui se passe qu'autre chose. Et ça les amène souvent à accepter des compromis, comme l'amnistie, le partage du pouvoir, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Pour eux, c'est déjà quelque chose d'important à partir du moment où la guerre va cesser. L'ONU a 12 000 hommes là-bas. Ça leur coûte combien? S'ils peuvent récupérer ces 12 000 hommes, arrêter de mettre de l'argent en Centrafrique. Les hommes de l'ONU ont été attaqués, les casques bleus. Certains ont été tués sur place.
Mais l'ONU est en train également de vouloir se retrouver dans une situation où, dans ce pays-ci, le calme revient, l'ONU peut retirer ses troupes. L'Union africaine est à la recherche d'un espace africain de paix et de stabilité. Ça fait que souvent, les gens acceptent de fermer les yeux sur un certain nombre de choses pour faire revenir la paix, pour faire revenir la stabilité. Alors que, quand on le fait, il y a nécessairement des gens qui ont commis des crimes, des exactions, qui se retrouvent blanchis sans pour autant être passés par le tribunal. Alors, il est clair qu'avec cet accord, la France et la Russie ont été mises de côté. Mais il le fallait. Il le fallait parce qu'il aurait été difficile d'associer la France et la Russie parce que les rivalités étaient très claires. On a vu que les rivalités sont allées à un certain moment jusqu'à polluer même la relation entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Donc si on les mêle là-bas, on risque encore de revoir ces rivalités. Autre élément, les gens sont en train de vouloir arrêter un conflit. Alors que la Russie est en train de vouloir former et armer l'armée centrafricaine. Il y a même la Chine qui ne fait pas trop de bruit, mais qui est là également, qui avait demandé au Conseil de sécurité qu'on aménage l'interdiction de vente des armes, parce qu'eux aussi, ils veulent proposer des armes à la Centrafrique. Il y a la France qui est en train de voir la Russie et la Chine venir prendre une partie du gâteau français en Afrique, parce que la République centrafricaine a toujours été à la limite une marionnette entre les mains de la France qui déposait les présidents, qui remplaçait par d'autres présidents. Tout le monde connaît l'histoire de la Centrafrique sur ce plan-là. Donc si on les avait mêlés, on risquait de revoir encore un conflit qui n'est même pas lié à l'intérieur de la Centrafrique, mais des puissances étrangères qui ont des intérêts à l'intérieur du pays seraient capables de remettre en jeu des accords si les accords ne vont pas dans le sens de leur intérêt. Ce serait une situation de plus pour compliquer la résolution de la crise. En tout cas, aujourd'hui, avec cet accord de paix, est-ce qu'on peut faire de la prémonition et se demander comment les Centrafricains vont l'accueillir? Très certainement, ils vont l'accueillir favorablement, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer chez eux, pour pouvoir vivre tranquillement. Si l'amnistie y est, c'est là où ça va être amer. Parce que les ex-Séléka, les anti-Balaka, mais tout le monde a vu les exactions. Personne ne peut dire que rien ne s'est passé quand ces gens se sont permis, même parfois, d'attaquer les forces même des Nations Unies, les casques bleus, que personne ne vienne nous dire que ces gens-là n'ont rien fait. Donc les populations centrafricaines sont fatiguées par la guerre, les activités économiques ne se déroulent plus normalement, une partie des populations sont déplacées. Quand on va dire que c'est fini, il y a quand même ce soulagement pour que les gens puissent continuer à vivre tranquillement. Mais s'il n'y a pas de justice, il y aura cette amertume quand il va falloir se promener et puis revoir le criminel de mon frère, de mon oncle ou de mon cousin marcher devant moi, faire ce qu'il veut sans pouvoir être poursuivi par la justice. C'est là où ça pourrait poser problème. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après on va recevoir l'invité de ce jour.